Nicolas Cage, l'acteur jouera deux versions de lui-même à deux époques différentes. Vous ne pouvez pas vous passer de Nicolas Cage. The Unbearable Weight of Massive Talent est fait pour vous. Le prochain film de l'acteur de Snake Eyes, qu'on pourrait traduire par « Le poids insoutenable d'un talent massif », mettra en scène Nicolas Cage, face à Nicolas Cage. Dans une interview pour Empire, la star a révélé quelques détails du scénario, et apparemment, c'est à la hauteur de l'intensité que met le comédien dans chacun de ses rôles. C'est une version stylisée de moi, mais le simple fait de parler de moi à la troisième personne me met mal à l'aise. Il y a des scènes dans le film qui sont modernes et d'autres moins, où Nick Cage rencontre un Nick Cage jeune. Ils se confrontent et se disputent. C'est une approche acrobatique du travail de comédien, explique l'acteur. La version « jeune » de Nicolas Cage sera inspirée du passage de la star sur le plateau de l'émission de Terry Wogan, sur la BBC, en 1990, en pleine promo de Sailor et Lula, quand il était arrivé sur le plateau en faisant une pirouette, en donnant des coups de pied de karaté dans le vent, et en jetant de l'argent au public. Je n'aime pas trop regarder en arrière, mais ce film me force à me confronter à tout ça. Il va falloir que je revoie certains de ces films parce que je vais être obligé de rejouer certaines séquences. C'est comme marcher dans le cabinet du docteur Caligari, mais avec les ailes de l'enfer et volte-face, a promis la star. Environ 200 entreprises de transport de marchandises se réuniront au Mexique dans un nouveau forum entreprises mexicaines. Environ 200 entreprises du secteur des transports en Amérique du Nord, en Asie et en Europe se réuniront dans la ville mexicaine de Guadalajara lors de la première exposition Transport et Logistique, un grand événement qui cherche à connecter les fournisseurs et les acheteurs de ce secteur pour faire des affaires. L'exposition est organisée par la société d'État allemande Deutsche Messe et se tiendra chaque année à Guadalajara, ouest du Mexique. Lors de l'édition 2020, qui se déroulera du 18 au 20 novembre, l'assistance de 8000 professionnels est attendue, a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse Bernd Rode, directeur général de Hannover Fairs Mexico, filiale dans le pays de la Deutsche Messe. Cette réunion vise à rassembler dans 16 000 m² d'exposition aux fournisseurs de produits et services liés au transport de marchandises, de passagers et de logistique pour établir des relations commerciales avec des milliers d'acheteurs de la région de Bajío, de l'ouest et des hauts plateaux du Mexique. Le transport terrestre et de fret au Mexique a été et continuera d'être d'une importance énorme. Nous avons signé plus de 13 accords avec plus de 50 pays et nous voyons dans la logistique intelligente et le transport à longue distance que nous voyons un énorme développement, a-t-il déclaré. Nous voyons qu'il est nécessaire de créer un événement qui reflète toutes ces tendances, a-t-il ajouté. Rode a déclaré qu'il cherche à renforcer ce secteur qui déplace 550 millions de tonnes de terre chaque année et à apporter des solutions, des projets et des entreprises de leadership international sur le territoire mexicain. Le Mexique a la grandeur pour que nous n'ayons pas à aller à l'étranger pour connaître les derniers produits, mais qu'ils viennent au Mexique pour être présentés sur le marché local. Nous voulons présenter les solutions de demain et aussi la formation, a-t-il expliqué. Les exposants se concentreront sur diverses branches de transport telles que les producteurs et les services d'autobus, de camions, de châssis et de moteurs, de conteneurs, de caisses sèches et réfrigérées, de remorques, de véhicules commerciaux et spéciaux, de flottes, de logistique, de services d'entretien et de pièces de rechange, entre autres. Le programme d'activité comprend également des conférences spécialisées pour les gestionnaires et les hommes d'affaires sur les questions d'innovation et de technologie, ainsi qu'un programme éducatif pour le grand public. Il y aura également un pavillon dédié aux avancées et tendances dans l'application des énergies durables et renouvelables dans le secteur. L'initiative répond à une stratégie de liens économiques avec le Mexique, notamment avec l'État occidental de Jalisco pour renforcer et dynamiser le secteur des transports mais aussi celui de la pêche et de l'agriculture dans un avenir proche. Rode a expliqué qu'ils ont choisi Guadalajara pour être l'une des villes avec un accès plus facile et une plus grande connectivité avec la région de Bajío et les hauts plateaux du Mexique, qui, ces dernières années, a connu une plus grande dynamique et croissance en raison de l'arrivée des entreprises automobiles et des transports. Rien qu'à Jalisco, le secteur des transports génère 82 000 emplois et les activités liées à ce secteur affectent 10% du produit intérieur brut, PIB, de l'entité, a déclaré Alejandro Guzmán, représentant du gouvernement de Jalisco, lors d'une conférence de presse. Le responsable a déclaré que la présence de cette exposition encourage l'attraction d'investissements non seulement dans le secteur des transports mais aussi dans le tourisme et d'autres activités commerciales. Saint-Lambert, des copies de l'injonction remise aux manifestants.
C'est un huissier, accompagné de policiers du CN et du service de police de l'agglomération de Longueuil, qui a remis les documents aux manifestants. Les protestataires ont dit qu'ils prendraient connaissance des documents, avant de demander aux médias de retourner derrière le cordon de sécurité qu'ils ont érigé pour délimiter l'espace. Le CN n'a pas voulu accorder d'entrevue en soirée. La Cour a émis une injonction pour la blocade illégale à Saint-Lambert, QC, à l'est de Montréal, QC. Cette injonction a été servie aux manifestants. Nous continuons à collaborer avec les autorités policières locales afin de faire respecter ces injonctions, a répondu par écrit Olivier Quenneville, directeur principal, Affaires publiques au CN. Vers 21h30, tout était calme à la barricade. Les manifestants tentaient de se réchauffer tant bien que mal avec un feu et des boissons chaudes. Le député de la circonscription Longueuil-Saint-Hubert, Denis Trudel, du Bloc québécois, est venu parler aux manifestants, qui l'ont remercié d'être passés les voir. Je leur ai dit qu'on était derrière les revendications des Wet'suwet'en, mais de mettre des barricades, ça met les gens en colère, a dit le politicien. Plus tôt jeudi, une manifestante est venue s'adresser aux médias vers 17h30. Le Canada est bloqué jusqu'à nouvel ordre, a-t-elle dit. La proposition est simple, les protecteurs et protectrices de l'eau et de la terre sont appelés à bloquer le pouvoir colonial, ports, ponts, routes, rails. Partout. Maintenant, les gouvernements refusent d'écouter les chefs traditionnels de Wet'suwet'en qui luttent contre un pipeline sur leur territoire, a-t-elle lancé. Elle a refusé de répondre aux questions. Derrière elle, des contestataires pelletaient de la neige pour forcer de petites buttes sur les rails. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre François Legault se faisait catégorique, le blocage ferroviaire de Saint-Lambert serait démantelé par les forces policières aussitôt que la demande d'injonction du Canadien national sera autorisée par le tribunal. Le service de police de l'agglomération de Longueuil a demandé l'assistance de la Sûreté du Québec pour procéder au démantèlement du barrage. Le blocage de Saint-Lambert se trouve sur un territoire québécois, pas sur un territoire autochtone, avait fait valoir le Premier ministre, évoquant une différence entre cette dernière barricade et les autres entraves installées par des autochtones. À Kanisatake, techniquement, ce sont les peacekeepers qui sont responsables de faire appliquer les lois et les manifestants sont en territoire autochtone, avait-il souligné. Des manifestants, par solidarité avec la communauté de Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, ont installé mercredi une barricade sur la voie ferrée entravant le service de la ligne de train de banlieue EXO 3 et de Via Rail entre Montréal et Québec. Appel au renfort rejoignez-nous en grand nombre, ont fait savoir la cinquantaine de manifestants sur leur compte Twitter jeudi matin. Nous n'avons pas encore reçu d'injonction. Mais lorsqu'elle arrivera, le gouvernement annonce que l'opération policière sera imminente. Ça risque d'arriver aujourd'hui. Venez en grand nombre. Sur place, les manifestants se réchauffaient autour de quelques feux allumés dans des barils métalliques, à quelques mètres des représentants des médias. Pendant ce temps, David Skitt, qui habite Saint-Lambert, est venu leur faire part ainsi qu'aux médias de son exaspération. Ça n'a pas d'allure de bloquer les voies de chemin de fer, c'est majeur. Ça a un impact sur des milliers de personnes. Pendant ce temps, eux ils se font un parti et empêchent les trains de passer. Monsieur Skitt a souligné que la GRC allait se retirer du territoire des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Donc les manifestants ont obtenu ce qu'ils voulaient. Pourquoi ils ne partent pas? C'est un mystère. La cinquantaine de manifestants a essentiellement cessé de parler aux médias jeudi, mis à part de courtes déclarations. Les policiers se font discrets jusqu'ici, seules quelques autopatrouilles du service de police de l'agglomération de Longueuil, SPAL, étaient présentes près du lieu du blocus. François Bonnardel a affirmé que la situation devenait « ridicule » et a soutenu que les manifestants de Saint-Lambert se trompent de cible. Ces particuliers-là, vous avez des gens qui sont en support aux communautés autochtones, je peux les comprendre, mais on tire sur la mauvaise cible. Les gens ont besoin de ces transports en commun, a lancé le ministre. Au pied des sommets d'Asie centrale, les villes étouffent dans le smog. La capitale kirghize compte tout juste 900 000 habitants tandis que la principale ville du Kazakhstan en a 1,7 million. Et ni l'une ni l'autre ne dispose d'une industrie d'envergure. La qualité de l'air mesurée sur place y est cependant régulièrement aussi mauvaise, notamment en hiver, que dans des mégalopoles comme New Delhi en Inde ou Lahore au Pakistan. Le niveau de particules fines PM2,5, c'est-à-dire d'un diamètre inférieur à 2,5 μm, atteint régulièrement des seuils jugés dangereux pour la santé humaine.
Kunduz Adilbekova, une militante écologiste qui effectue ces mesures, vit dans l'un de ces quartiers excentrés de Bichkek où la pollution est particulièrement visible, avec ses plaques de neige noircies et une brume âcre qui flotte entre les maisons. Je vois comme mes voisins, mes amis ont régulièrement des maladies pulmonaires, des infections respiratoires aiguës, des allergies de toutes sortes. Il y en a de plus en plus, on le remarque vraiment, dit-elle, relevant que régulièrement le niveau de PM2,5 qui dépasse de 4 fois le seuil d'alerte américain en la matière. En 2 décennies, la dégradation de la qualité de l'air à Bichkek et Almaty, 2 villes situées dans des cuvettes au pied des montagnes géantes du Tian Shan, a été massive, selon les habitants et les militants. Centrales, voitures, charbon. Si les centrales à charbon vétustes, bâties à l'époque soviétique, sont en partie responsables du problème, des facteurs bien plus récents ont aggravé le phénomène. À Almaty, où les gratte-ciel construits grâce à la manne pétrolière disparaissent dans un smog jaunâtre, un facteur clé a été la croissance exponentielle du nombre de voitures depuis la chute de l'URSS. Or ce parc automobile reste largement composé de modèles vieillissants et donc polluants. Jalgad Jakianov, un expert en marketing travaillant dans le quartier d'affaires rutilant d'Almaty, relève que la population sent, voit et souffre de la pollution, mais que rien n'a pour autant été fait pour limiter les émissions. On doit passer au chauffage au gaz, au lieu de recourir à des combustibles solides, davantage doit être fait pour créer des espaces piétons, dit-il. Le manque d'empressement des pouvoirs publics à agir a fait de la thématique un sujet récurrent sur les réseaux sociaux. En cas de pic de pollution, les émoticônes vomissantes ou masqués se répandent sur Facebook ou Twitter accompagnés de graphiques et de relevés de qualité d'air. Ce mois-ci, une pétition en ligne à Almaty appelant les autorités à l'action a recueilli 17 000 signatures le jour même de son lancement. La mairie y a répondu de manière laconique, disant chercher des moyens pour moderniser la centrale électrique de la cité responsable de 25% des émissions tout en précisant qu'aucune décision ne sera prise avant la fin 2020 et refusant tout audit indépendant de cette infrastructure. Au Kirghizstan, les autorités tablent sur l'extension des gazoducs du géant russe Gazprom jusqu'à la région de Bichkek pour pouvoir réduire la consommation de charbon dans les quartiers où l'on se chauffe presque exclusivement à l'aide de chaudières individuelles. Coût prohibitif. Mais faute d'aide publique, le coût peut s'avérer prohibitif. Kunduz Adilbekova raconte ainsi que sa famille a dû payer $500 pour être reliée à l'infrastructure gazière en novembre, soit plus de 2 fois le salaire moyen mensuel. Par conséquent, la majorité des résidents se chauffent au charbon même quand l'alternative gazière existe, répandant encore un peu plus de cette fumée sombre et étouffante dans le ciel kirghize. Seule mesure des autorités, des raids dans les quartiers défavorisés, généralement pour punir l'utilisation de combustibles illégaux comme les tissus ou les huiles. Les amendes peuvent dépasser $100, pesant sur les plus pauvres sans qu'on ne leur apporte d'alternatives abordables, note Adilbekova. Nous avons demandé au gouvernement de faire quelque chose pour la tuyauterie et le gaz, mais personne n'y prête attention, relève Baktigul Bechareva, un masque chirurgical sur la bouche et le nez. Jennifer Lawrence en vedette dans un film produit par Netflix. La plateforme a annoncé l'acquisition du projet, hier. Adam Mseke, qui a écrit le scénario, réalisera le long métrage qui porte sur 2 astronomes qui font une tournée médiatique afin de prévenir la population qu'un astéroïde s'approche de la Terre.